Bonjour Nathalie Delattre. Bonjour. Des vacances ont tourné au drame en Charente. 5 personnes sont mortes après l'incendie d'un gîte qui accueillait des adultes en situation de handicap. Est-ce que vous avez plus d'éléments sur ce qui s'est passé ? Bien, je voudrais tout d'abord adresser mes condoléances aux familles des victimes et puis notre soutien aux blessés. Saluer aussi la rapidité d'intervention des secours et des encadrants, mais effectivement qui n'ont pas pu éviter ce drame. Une enquête est en cours. On nous parle de défection sur le réseau électrique. Je pense que nous avons besoin de toute la lumière sur cet événement. Ma collègue Charlotte Parmentier-Lecoq, qui s'occupe des vacances adaptées, organisées, s'est rendue sur place pour mieux comprendre. Vous savez, c'est 55 000 personnes chaque année qui partent dans le cadre de ces vacances labellisées. Adaptées. Et Charlotte, justement, venait de lancer un plan de prévention, d'action décliné sur la formation des encadrants au premier secours, notamment, les obligations des hébergeurs. Vous savez, nous avons renforcé les contrôles depuis l'accident en Alsace en 2023. Ce gîte avait été contrôlé en 2023, une partie du gîte. Est-ce qu'il faut renforcer, faire des contrôles plus fréquents sur les dispositifs d'incendie, d'alerte dans les endroits qui accueillent des vacanciers? Il faut le faire plus souvent? Depuis 2023 avait été décidé notamment l'équipement sur les extincteurs, sur les boîtiers détecteurs de fumée. Il faut renforcer la sécurité et les contrôles, c'est évident. Nathalie Delattre, c'est bientôt l'heure du chassé-croisé entre juilletistes et haussiens. Est-ce que vous avez déjà un bilan d'étape pour le tourisme en France cet été? Alors, nous l'avons consolidé sur les 4 premiers mois de l'année, puisque là, nous arrivons à voir les chiffres. Pour l'été, ce sont les chiffres de réservation. Nous verrons en fin d'été si les prévisions étaient conformées. Vous dire qu'en 2024, nous avons atteint des chiffres records de 100 millions de visiteurs accueillis, notamment les Jeux Olympiques. C'est vrai que c'est 5 milliards de téléspectateurs. Ça a été 3 millions de touristes accueillis. Nous avons aussi le Tour de France qui est très regardé par 3 milliards de téléspectateurs et qui donne chaque année envie de France. Donc nous avons enregistré par rapport à 2024 qui était une année record, un record aussi entre janvier et avril de plus de 8%, tant sur la venue que sur les recettes internationales générées par cette venue. Et là, nous avons... Et pour l'été, ça se présente comment, malgré la météo maussade? Alors, voilà, c'est vrai que nous sommes très dépendants de cette météo. Nous avons enregistré des réservations de plus, allant, selon les régions, de plus 5 à 16%. Donc, nous vérifierons, mais nous avons, selon les territoires, de très bons retours, d'autres qui le sont un peu moins parce que impactés par cette météo caniculaire en début de vacances, et puis là, un peu plus maussade. Sur le tourisme spécifique des étrangers, François Bayrou fixe un objectif de 100 milliards de recettes sur la clientèle étrangère à horizon 2030. On est à 71 milliards aujourd'hui, c'est atteignable? Oui, bien sûr, c'est complètement atteignable. Vous savez, l'Espagne fait 126 milliards et nous n'avons pas moins d'offres touristiques. Peut-être un plan d'action... Les touristes dépensent plus en Espagne qu'en France. Oui, parce que la France est devenue un pays de passage où, effectivement, nous n'arrivons pas à fixer les touristes comme nous devrions. Donc, il faut que nous étoffions notre offre. Alors, l'offre touristique, nous l'avons. Nous avons l'offre touristique. Mais c'est vrai que nous avons communiqué pendant des années sur la montagne l'hiver, le littoral l'été. Alors, il nous faut mettre en avant l'ensemble des initiatives formidables. Hier, j'étais en Corrèze, il y a quelques jours en Creuse, et nous avons une ruralité qui regorge de pépites, notamment patrimoniales, qui sont très demandées par les touristes étrangers, mais aussi le plein air, le tourisme sportif, et notamment à vélo, qui devient très à la mode, la gastronomie, le tourisme. Donc il nous faut mieux proposer ces offres aux tour opérateurs et aux touristes étrangers. Il faut qu'on se vende mieux à l'international, parce que l'Espagne, vous en parliez, et l'Italie sont de très sérieuses concurrentes. Ah oui, complètement, mais c'est vrai qu'on a cru pendant des années, d'où le ministère dédié que nous n'avions pas eu depuis 17 ans au tourisme. Nous avons cru que c'était une rente éternelle et que... On s'est trop reposé sur nos lauriers. Complètement, et dans ce monde très agressif commercialement, il faut
que nous reprenions la route de la promotion et du rayonnement international. Donc, nous avons un héritage Jeux Olympiques et Paralympiques, comme je vous le disais, vu par 5 milliards de téléspectateurs, le Tour de France chaque année. À nous, effectivement, de mieux vendre notre destination. Nathalie Delattre, en ce début d'été, certaines destinations sont un peu mitigées à cause de la météo, mais d'autres, c'est tout l'inverse, qui se plaignent du surtourisme. L'île de Bréa, en Bretagne, par exemple, met des quotas, 4700 visiteurs par jour. On sait que c'est aussi le cas dans certaines calanques à Marseille. Est-ce que les quotas, c'est la solution pour un tourisme supportable ? Écoutez, il n'y a pas de surtourisme en France. Le surtourisme, c'est quand la pression est tout au long de l'année. C'est ce que connaît Barcelone. Nous avons des pics de fréquentation. Du surtourisme à certains moments, ou à Montmartre, par exemple, c'est toute l'année. Exactement, nous commençons à le voir. Mais ce sont des pics de fréquentation qui sont liés à la ponctuel. Saisonnalité. C'est cela, la saisonnalité. Et en fait, l'une des stratégies, c'est de désaisonnaliser, c'est-à-dire d'avoir du tourisme tout au long de l'année et sur l'ensemble du territoire, mieux répartir nos flux. Alors, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Donc, en attendant, effectivement, certaines communes, et ça doit se gérer à la commune, au territoire, puisque il faut tout de même, beaucoup de territoires sont dépendants de l'économie touristique. Donc, il faut arriver à trouver la juste mesure entre l'économie touristique et la préservation de l'environnement. Eh bien, l'île de Bréa, aussi des habitants. L'île de Bréa, l'île de Porquerolles, mettent en fait et ont cette facilité puisqu'on y arrive en bateau. Donc il y a des réservations à prendre pour monter sur les bateaux et il n'y a pas un touriste de plus qui peut arriver effectivement sur ces îles. D'autres vont mettre des tarifs d'ailleurs fluctuants selon la période de l'année, plus ou moins chers pour réguler l'accès au site. Et d'autres vont démarqueter, c'est-à-dire qu'en fait ils ne vont plus, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus promotionner leur territoire. C'est le cas du Mont-Saint-Michel. C'est-à-dire que tous les sa réputation précède, il n'y a plus besoin de faire de la promotion. Pour l'instant, effectivement, il lève le pied sur la promotion de certains territoires. C'est le cas de Marseille et des Calanques. Et nous les accompagnons par aussi une campagne responsable, c'est-à-dire marquer les esprits, mais pas la planète. Et donc, nous promotionnons des destinations, et pas celles qui sont en pic de fréquentation. Est-ce qu'il faut s'inspirer de modèles étrangers? Par exemple, Bruges, en Belgique, la ville veut taxer les bus et les bateaux de croisière qui veulent arriver à Bruges. Écoutez, on peut l'envisager, mais encore une fois, je pense que c'est vraiment à chacun des territoires. C'est ce qu'on a fait sur les meublés de tourisme avec la loi Le Meur et Chanise, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers dans certaines villes qui sont en conflit d'usage entre le logement pérenne, le logement saisonnier et le logement de tourisme. Eh bien, les maires peuvent réduire le nombre de jours de location de ces meublés de tourisme. C'est ce que fait Paris, par exemple. C'est ce que fait Bordeaux. Nous avons des zones rurales où l'arrivée d'un Airbnb, pour eux, ou d'un meublé de tourisme est une bonne nouvelle parce que ils deviennent stations touristiques. Donc là, les maires ne veulent pas freiner. Au contraire, ils veulent encourager. Et je pense que le parti pris du gouvernement, c'est la différenciation. Et c'est effectivement que les territoires qui sont responsables et connaissent bien leur politique de flux puissent réguler. Est-ce que sur la question des bateaux de croisière, parce que ça fait régulièrement la une de l'actualité en France, mais pas qu'en France, il faut restreindre l'accès dans notre pays aux bateaux de croisière? Ça va dépendre effectivement de la situation. Je crois que ce qui effraie, c'est que nous construisons de plus en plus de grosses unités de paquebots. Et c'est vrai que quand vous voyez tout d'un coup se déverser 4000, 5000 touristes, vous avez là, de la part de la population, un rejet. Mais donc, en fait, il faut mieux à la ville où les passagers descendent. Il faut regarder quelle taille de bateau nous souhaitons réceptionner selon la capacité des villes qui accueillent ces bateaux de croisière. Et puis là aussi, je veux dire que se développe le all-inclusive sur ces bateaux. Ça fait que les gens vont moins consommer quand ils sont en escale. Et beaucoup
enfin moi je trouve que de plus en plus ne sortent pas des bateaux. Donc là aussi, il faut négocier avec les compagnies de croisière pour dire, écoutez, la contrepartie, c'est qu'effectivement vos touristes puissent consommer dans la ville haute, et puis après puissent aussi prendre des navettes pour aller visiter l'arrière-pays, et que ça profite au territoire, puisse irriguer l'économie touristique. Il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Du gagnant-gagnant, c'est pas l'avis de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui a voulu limiter l'accès des paquebots au nom de l'urgence climatique. Il a été débouté par le tribunal administratif. Ça veut dire que les maires n'ont pas leur mot à dire ? Bien parce que en fait, vous avez des zones d'influence et d'autorité et de compétence. Effectivement, s'il a été débouté, c'est parce qu'il n'avait pas la compétence. Mais effectivement, il faut rentrer dans un dialogue. Il faut comprendre pourquoi il y a des points de blocage. Et j'accompagnerai effectivement sur les négociations les maires concernés. Et le problème du surtourisme, même si vous contestez le fait qu'il y ait du surtourisme en France, mais du surtourisme ponctuel, je peux résumer comme ça votre vision des choses, ça a des conséquences en matière d'environnement. Il va falloir adapter le tourisme au réchauffement climatique, aux logiques de changement climatique, oui. Et de pollution. Comment est-ce qu'on fait pour rendre le tourisme moins sévère à l'égard de l'environnement ? C'est toute l'ambition du comité interministériel du tourisme que nous avons eu à Angers le 24 juillet dernier. C'est de pouvoir se fixer des objectifs, une stratégie commune. Vous savez, la compétence tourisme, elle est partagée entre la région, le département, les communes, les intercommunalités. Donc, c'est de se dire, nous devons avoir une stratégie commune et des actions commune pour avoir le tourisme puisque nous sommes le pays le plus visité au monde, le tourisme donc au monde le plus durable, inclusif et innovant. Durable, c'est notamment l'environnement, sur lequel nous travaillons déjà avec l'ensemble du secteur touristique sur la gestion de l'eau, la sobriété hydrique, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie et la décarbonation. Parce que les mobilités sont aussi une part importante dans le secteur touristique. Nathalie Telâtre, on se retrouve dans un instant. Il est bientôt 8h45, c'est l'heure du Fil Info avec Maureen Suignard. Les Français ont un peu plus consommé au deuxième trimestre. La croissance française se porte donc mieux que prévu sur cette période. Le PIB augmente de 0,3%. Et alors que les États-Unis s'apprêtent à mettre en place 15% de droits de douane sur les produits européens, le ministre de l'économie estime que cela aura un impact limité sur l'économie française. Un tsunami d'1,30 m enregistré dans le nord du Japon après un séisme la nuit dernière de 8,8 dans l'extrême-orient russe. Des vagues plus importantes sont redouté au Japon. Le Premier ministre demande aux habitants de rester sur les hauteurs. Pas de blessés signalés pour le moment dans le pays. Des alertes au tsunami sont émises dans tout le Pacifique jusqu'en Polynésie française. La France s'apprête à larguer 40 tonnes d'aide humanitaire dans la bande de Gaza à partir de vendredi. C'est un petit pas, mais cela reste dérisoire, réagit sur France Info Amnesty International. Selon les Nations Unies, il faudrait 62 000 tonnes d'aide alimentaire chaque mois dans le territoire. Et puis les coureuses du Tour de France vont s'élancer du Futuroscope tout à l'heure à 13h20. Elles vont devoir rejoindre Guéret dans la Creuse pour cette 5e étape. Marianne Vos, la néerlandaise, porte toujours le maillot jaune. France Info. Le 8h30 France Info. Aurélie Herbemont. Nous sommes toujours avec Nathalie Telâtre, la ministre chargée du tourisme. François Bayrou veut supprimer 2 jours fériés et donc 2 ponts. Le secteur touristique risque d'en pâtir. Alors, pas forcément 2 ponts. Ce qu'il a exprimé face aux acteurs du tourisme, puisqu'ils étaient tous réunis à Angers, donc au comité interministériel, c'est l'effort que nous devons tous produire par rapport à notre endettement. J'étais au gouvernement Barnier, ça n'a pas changé. C'est toujours 3 345 milliards d'endettement. Et nous parlons de régler la problématique aujourd'hui des intérêts de l'endettement qui sont à 55 milliards chaque année. Donc, il nous faut arriver à trouver des solutions pour rentrer des recettes, pour arriver à améliorer notre productivité, notre compétitivité. Mais sur ces le jours tourisme, fériés, d'ailleurs, apporte des recettes supplémentaires. Et donc, cet effort a été compris par la profession. Ce que demande la profession. Qui pouvait vous proposer des solutions alternatives. Est-ce que vous avez déjà eu des propositions ? C'est ce qu'il a exprimé. C'est-à-dire que il a proposé à la profession qui, effectivement, indique que
que 2 jours fériés, ce serait un manque de croissance, parce que ce que vous pouvez gagner d'un côté, vous risquez de le perdre de l'autre. De quelques centaines de millions. La mesure des 2 jours fériés, nous l'évaluons aujourd'hui à une rentrée de 4 milliards. Par contre, il a dit qu'effectivement, il était à l'écoute de la profession, qu'il comprenait cette crainte et qu'il attendait des propositions de la profession. Et pour l'instant, vous que je rencontre régulièrement, sont plutôt sur une proposition de dire est-ce que ça peut être un accord d'entreprise entre l'entreprise et les salariés à l'entreprise. Simplement, on voit bien que le lundi de Pentecôte n'a pas vraiment fonctionné. Les écoles sont fermées aussi. Qu'il est encore un jour férié. Et donc, il n'y a pas eu là de marge de rattrapage. Donc, ce sera l'objet des réunions que je vais avoir avec la profession tout au long de l'été, puisque la profession et le secteur n'est pas en vacances. Nathalie Delattre, ce budget, globalement, suscite une levée de bouclier. Est-ce que vous pensez qu'il y a une voie de passage pour éviter la censure ? Alors, une levée de bouclier, j'espère que nous aurons à la rentrée ce débat parlementaire pragmatique, parce que on l'a vu, le Parlement a censuré le gouvernement Barnier, ça n'a pas réglé la problématique. Au contraire, nous avons accentué la problématique parce qu'une censure... Mais ça n'empêche pas les oppositions de menacer d'une nouvelle censure. Alors, ils peuvent menacer, mais ce qu'il faudrait, c'est proposer. Proposer des alternatives vous pouvez pas dire qu'ils ont qui soient réalistes. Moi, je vois beaucoup de propositions. Hein. Je passe pas mal de temps au banc jour et nuit à l'Assemblée pour suivre ces débats et répondre aux questions. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de propositions qui accentuent la dette. C'est-à-dire que chacun essaye, chaque parlementaire, plutôt chaque député, essaye d'obtenir un trophée, de rentrer dans sa circonscription en disant « je vous ai protégé et j'ai obtenu plus ». Oui, mais il faut consolider, il faut avoir aujourd'hui ce sens des responsabilités. Nous ne pouvons pas faire de la politique politicienne. La situation est trop grave. Les Français demandent de la stabilité et de la responsabilité. La rentrée risque d'être agitée sur ces problématiques de budget. En attendant, c'est les vacances du gouvernement qui vont commencer après le dernier Conseil des ministres. Vacances qui vont vous permettre de vous reposer avant cette bataille homérique de la rentrée ? Alors, se reposer, non, parce que il peut malheureusement arriver des événements. Et puis, moi, c'est pour ma part une période importante. Donc, je vais continuer à sillonner la France. Comme je vous l'ai dit, je parcours différents départements pour rencontrer les acteurs du tourisme et effectivement évoquer avec eux les points positifs et les points à améliorer. Est-ce que, malgré tout, cette période de pause va permettre de rasséréner le gouvernement? On a vu que ces dernières semaines, c'était très tendu entre Bruno Retailleau et les macronistes. Bruno Retailleau critiquant le macronisme. Ça va vous faire du bien de souffler un peu pendant quelques semaines? Je pense que nos familles vont être contentes de pouvoir nous voir un peu et nos amis de partager quelques repas et de pouvoir peut-être parler d'autres choses que des problématiques. Donc, effectivement, de nous reposer mentalement pour rentrer dans cette phase plus tendue de négociation du budget. Dans la série La coalition gouvernementale vit bien, vous êtes, Nathalie Delattre, candidate au municipal à Bordeaux en mars prochain. Vous êtes membre du Parti radical, je précise. L'ancien ministre du budget, Thomas Cazenave, est aussi sur les rangs pour Renaissance. Vous serez candidate tous les deux jusqu'au bout? Mais écoui, moi, je suis une candidate déjà de l'Union, puisque derrière moi, j'ai pu faire l'Union. L'Union n'existe pas jusqu'à Renaissance. LR, Modem, Horizon, UDI, Parti radical, et puis surtout la société civile qui m'encourage. Donc il ne manque que Renaissance. Je verrai Thomas à son retour de vacances et nous continuerons, puisque nous n'avons pas cessé de nous parler pour regarder comment nous pouvons nous rapprocher, parce que ce qui nous importe, c'est l'alternance. Il y a une gestion catastrophique de la ville de Bordeaux par la majorité actuelle, par Pierre Urmic, avec des problèmes de sécurité, d'attractivité du territoire, des problèmes sur le commerce, sur l'accès aux services publics, les crèches. Enfin, nous avons nécessité de trouver cette alternance. Sauf que Thomas Cazenave a déjà été candidat la dernière fois au municipal, et dans un sondage IFOP, il est à 32%, vous à 29%. Finalement, c'est pas lui le meilleur candidat face à Pierre Urmic. Ce sondage s'est tenu
venu dans des circonstances un peu particulières. Je n'étais pas la candidate initialement prévue par l'ensemble des partenaires du socle commun. C'était Nicolas Florian, l'ancien maire de Bordeaux, qui a décédé, qui nous a quittés. Et je n'avais pas encore pu exprimer mes choix, mon programme. Et donc, ce sondage par l'ensemble des partenaires n'a pas été retenu. Donc aujourd'hui, nous verrons à la rentrée comment cela se passera. Mais nous sommes, quoi qu'il arrive, déterminés aujourd'hui dans l'opposition, tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans la gestion de Pierre Hormick. Effectivement, je plaide pour cette union et dès la rentrée. Merci Nathalie Delattre. Merci à vous.